Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer cette seconde table ronde que j'ai le plaisir à animer. Je remercie Alexandre Aouizi qui a organisé ce colloque, de m'avoir fait cette proposition. Donc un colloque sur un sujet essentiel, sur la question de l'héritage, un sujet qui est vraiment devant nous et qui met en exergue les besoins d'agir d'un point de vue législatif, et c'est ce qu'il fait avec sa proposition de loi. Donc ce matin, dans la première table ronde, la gauche face à l'héritage, animé par Lee Mang-nok, Nicolas Frémaux a évoqué la question de l'héritocratie qui caractérise notre époque, et Mélanie Plouvier a mis en exergue notre société d'héritiers, a fait un parallèle avec la société d'héritiers du 19e siècle et tous les débats idéologiques qui se sont fait jour à cette époque et qui résonnent encore aujourd'hui. Donc le colloque se poursuit cet après-midi avec une table ronde intitulée « Les Français face à l'héritage ». Et ce matin, Lim a évoqué la bataille culturelle qui était devant nous sur la question de l'héritage. Et ça m'a fait penser à ce qui se passe outre-Atlantique avec un mouvement de milliardaires qui ne souhaitent rien laisser à leurs héritiers, aucune infime partie de leur fortune, afin de léguer la grande partie de leur fortune à des œuvres de charité. On pense à Michael Bloomberg, ancien maire de New York, ou Warren Buffett, qui est fortement opposé à la notion d'héritage. Et je le cite, « Il n'y a aucune raison pour que les futures générations Buffett dirigent des sociétés uniquement parce qu'ils sont mes descendants. Où est la justice sans cela? Une personne très riche doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais pas assez pour qu'ils ne fassent rien. » Bill Gates laissera la majorité de sa fortune à des œuvres de charité. Même Mark Zuckerberg lègue 99% de ses actions à une fondation destinée à promouvoir le potentiel humain et à l'égalité. Avec quand même une forme de paradoxe et peut-être d'aléa moral, parce que dans le même temps, on observe que ces milliardaires ont cherché systématiquement par des biais d'optimisation fiscale à échapper à l'impôt et à ne pas financer l'avenir de leur pays, les services publics, essayent aussi d'échapper à l'impôt dans nos pays lorsque leurs entreprises interviennent. Et finalement, la question qu'il pose, c'est l'héritage, charité ou impôt? Eh bien nous, je crois que Mélanie a cité ce matin Bakounine, la mort est une occasion formidable pour opérer une autre distribution, et nous, à gauche, nous devons défendre l'impôt plutôt que la charité, afin que la fortune accumulée, lorsqu'elle est élevée, puisse retourner dans le domaine public de la société et financer l'avenir du pays. C'est donc la loi qui doit déterminer dans quelle proportion les biens peuvent être transmis, et c'est ce qu'Alexandre propose. Donc nous aurons la semaine prochaine au Sénat des débats budgétaires très caricaturaux en réalité, avec une droite majoritaire qui ne pense qu'à baisser les dépenses, alors qu'on sait très bien que depuis 2017, la part des dépenses dans le PIB est restée stable, quand la part des recettes a baissé de 2,5 points. Sans cela, si les recettes n'avaient pas baissé, nous serions aujourd'hui à 3%, avec un déficit de 3% du PIB, et nous ne ferions pas face au mur budgétaire auquel nous sommes confrontés. Donc le colloque de cet après-midi se poursuit et fait écho quand même à un ensemble d'études qui ont eu lieu ces dernières années. Évidemment, je pense à la note du Conseil d'analyse économique de décembre 2021, Repenser l'héritage, qui analyse les flux successoraux auxquels Clément d'Herbécourt a participé. Un rapport de la Cour des comptes récent de septembre 2024 qui fait un état des lieux des droits de succession et met surtout en lumière les nombreux dispositifs dérogatoires qui minent en fait le système des droits de succession, et qui met aussi en lumière le manque de données. Je crois qu'on l'a évoqué ce matin. Il y a eu un rapport d'Oxfam France, Super Héritage, le jackpot des ultra-riches de 2025, et le rapport de la Fondation Jean Jaurès, la grande transmission, auquel Théo
Iberaken, Boris et Alexandre ont participé. Donc le constat, on l'a vu ce matin, concentration extrême des héritages, avec les inégalités qui en découlent, inégalités intergénérationnelles, inégalité de genre, parce qu'on s'aperçoit qu'on lègue plus facilement l'entreprise aux fils, et le patrimoine moins dynamique aux filles. C'est aussi quelque chose que l'on peut observer, et tout ça nous conduit à la question de la fiscalité sur les successions. Donc je ne serai pas plus longue, je vais laisser nos intervenants présenter environ un quart d'heure leurs travaux. On commence peut-être par donc nos 3 intervenants sont Théo Iberaken, qui a aux fonctionnaires, qui a été le co-auteur avec Alexandre et Boris Julien Vauzel de la note de la Fondation Jean Jaurès face à la grande transmission, l'impôt sur les grandes fortunes. André Masson, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS, auteur d'une chronique d'un impôt sur l'héritage en perdition et cette année l'héritage au XXIe siècle, et Clément d'Herbécourt, haut fonctionnaire et auteur de la note du CAE Repenser l'héritage. Donc je propose à Théo pour un quart d'heure de commencer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Florence pour cette introduction, et merci Alexandre pour l'organisation de ce colloque, ainsi qu'à toute ton équipe pour l'organisation. Alors oui, cette table ronde, les Français face à l'héritage, très clairement, quand on aborde la question de la fiscalité de l'héritage, on aborde une question que l'on sait très impopulaire. Très impopulaire à 2 titres, à tel point que lorsque j'ai dit qu'avec des amis, on travaillait sur cette question de l'impôt sur les grandes successions, mes proches m'ont dit « mais qu'es-tu allé faire dans cette galère ?» Parce que franchement, aller s'attaquer à cette question de l'héritage, ça n'a rien de facile. Mais on aime les défis, et on pense que si cette question est si complexe, c'est qu'en sous-jacent, et je vais le montrer, il y a des enjeux essentiels pour notre société, pour notre économie. Mais peut-être revenir sur l'impopularité de la fiscalité de l'héritage. Pour moi, il y a deux raisons à cela. D'abord, il y a une forme de vision déformée de ce qu'est la fiscalité de l'héritage, ce qui est très documenté en économie, ce qu'on appelle notamment les biais cognitifs. C'est-à-dire que lorsque l'on interroge les gens sur le poids de la fiscalité de l'héritage, ils donnent des pourcentages bien plus élevés que la réalité. Boris le rappelait ce matin. En réalité, quand on regarde tout le flux successoral, la fiscalité ne représente que 5% de l'ensemble du flux successoral, alors que les gens ont tendance à imaginer des pourcentages bien plus élevés, une fiscalité qui serait totalement confiscatoire, ce qui ne correspond pas à la réalité. Encore moins, bien sûr, pour les patrimoines les plus aisés qui ont des méthodes pour optimiser le rapport à l'impôt. Et je pense que c'est en partie lié à un point qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est que sur notre fiscalité des successions et des donations, en réalité, 50% du rendement des droits de mutation à titre gratuit, donc fiscalité des successions et des donations, est tiré par seulement 10% des successions, et ce sont les successions en ligne indirecte. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un impôt qui se concentre sur une petite partie de l'ensemble des successions pour générer son rendement, c'est-à-dire les liens indirects, sur lesquels, à partir de quelques milliers d'euros, de 1 500 € environ, vous avez des taux d'imposition qui s'élèvent à plus de 50%, 60%, et qui marquent les gens. Parce qu'on a l'anecdote de quelqu'un qui a hérité d'un oncle éloigné et pour lequel l'État a pris 60%, et on en fait une règle générale, alors qu'en fait, c'est de l'anecdote. Et ça, c'est un point qui, à mon sens, est important. Mais ce que nous disent beaucoup de personnes spécialistes de l'héritage, c'est que, au-delà, même quand on interroge les gens et qu'on leur donne tous les tenants et les aboutissants de la question, il y a derrière des questions de valeur, évidemment. Et on a beau dire aux gens, mais attention, là-dessus, tu as un biais cognitif, en vérité, la situation, la réalité est différente. Il y a un attachement fondamental, viscéral, sentimental à la question de l'héritage.
dont il faut prendre acte et qui ne veut pas dire que nous n'aurions aucune marge de manœuvre pour aborder la question de l'héritage. Je pense qu'il y a un point essentiel quand on aborde cette question qui est de dire, bien sûr qu'il y a cet attachement à la transmission familiale, mais les Françaises et les Français, quand on les interroge, sont aussi attachés à d'autres valeurs. Et j'en cite plusieurs. La valeur travail, la valeur de la justice fiscale, l'importance du service public. J'irais même jusqu'à dire un certain nombre des enjeux patriotiques, le financement de notre défense, le financement de la transition écologique. Donc tout est question d'arbitrage, de dilemme. Et par notre note sur l'impôt sur les grandes successions, on a pointé les insuffisances de la fiscalité d'héritage, on a proposé un rendement, et j'y reviendrai, lié aux recettes que l'on pourra relever grâce à l'impôt sur les grandes successions, mais surtout on désigne des cibles. On dit, voilà des investissements que l'on pourrait faire grâce à ces montants. Et c'est là-dessus que je tiens à souligner, c'est qu'il y a plusieurs valeurs qui s'opposent, et c'est important d'aller par la stratégie du contre-feu, quelque part, de dire voilà d'autres valeurs sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais pour revenir sur la question de l'héritage, pourquoi nous avons voulu l'aborder ? D'abord parce qu'on est plusieurs, je pense, à avoir été très marqués par les travaux de Piketty. On est plusieurs à avoir fait des études en économie dans les années justement où Piketty présentait son ouvrage « Le capital au XXIe siècle ». Et ce que je trouve très marquant dans le débat public français, c'est à quel point la question du patrimoine est absente. Autant au niveau individuel, on comprend tous que pour juger la situation de quelqu'un, il ne faut pas simplement regarder son salaire, mais il faut regarder son patrimoine. Ça, c'est très bien compris au niveau individuel. Au niveau d'une entreprise, tout le monde comprend bien que le chiffre d'affaires d'une entreprise, s'il n'est pas rapporté au bilan de l'entreprise, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais dès qu'on parle macroéconomie, toutes les questions patrimoniales disparaissent. Il n'y a qu'une seule valeur, c'est le PIB. On rapporte tout au PIB. Et tout le patrimoine que l'on a en tant qu'économie, l'économie France, est ignoré. Et là, si je pense qu'il y a un chiffre qu'on doit retenir aujourd'hui dans l'un des chiffres, parce que je ne veux pas faire concurrence aux autres chiffres qui ont été évoqués ce matin, c'est celui qui a été publié par l'INSEE il y a quelques semaines, qui est celui du patrimoine économique net de la France. La France, son patrimoine net est de 19 627 milliards d'euros. 19 627 milliards. Voici le patrimoine de la France. Et ce chiffre, il est totalement absent du débat public. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs quand on regarde sa composition, et je serai bref là-dessus, c'est de remarquer que les ménages en composent la plus grande partie, 75%, grosso modo. Et autant quand on projette le poids de les administrations publiques en part du PIB, évidemment, quand on regarde le prélèvement obligatoire et les dépenses publiques, on se retrouve avec peu ou prou 50% du PIB. Je fais très bref. Mais quand on regarde du point de vue patrimonial, les administrations publiques, ça n'est que 3% du patrimoine national, en net. Parce que le brut est compensé par la dette publique, qui fait qu'en net, vous vous retrouvez qu'avec que 3% du patrimoine public. Donc, cette question patrimoniale, elle est très importante parce qu'elle permet, pour moi, de voir l'économie sous un autre angle et de ne pas s'arrêter à la surface de la partie émergée de l'iceberg, mais d'aller regarder vraiment les dynamiques patrimoniales qui sont fondamentales si l'on veut comprendre les problèmes économiques actuels. Et à ce constat-là, il y a une opportunité qui s'offre à nous. Sur ces 19 000 milliards, je fais approximatif, on se rend compte que par un hasard des choses, tout à fait contingent, 9 000 milliards, sans qu'on fasse aucune action politique, 9 000 milliards vont être transmis dans les 15 prochaines années. Et quand on voit ça, évidemment, il y a une opportunité politique. Évidemment qu'il y a c'est un sujet pour le pays que de se dire que sur ces 19 500 milliards d'euros de richesse nationale, 9 000 milliards vont changer de main dans les 15 prochaines années. Et c'est là l'angle clé de la note, c'est de se dire, sur ces 9 000 milliards, qu'est-ce qu'on fait ? On les regarde passer en l'état actuel, on constate ce transfert en disant c'est très bien, des gens vont hériter, c'est ainsi. On laisse notre fiscalité sur le patrimoine, et peut-être Clément, tu pourras approfondir là-dessus, qui est très parcellaire et qui présente des défauts.
Et ça permettrait en effet de lever environ, sur ces 9 000 milliards à fiscalité inchangée, on lèverait environ 470 milliards d'euros sur 15 ans. Donc ça, c'est l'état des choses aujourd'hui. Et la réflexion qu'on a eue, c'est de se dire, pourquoi ne pas avoir un débat collectif sur éventuellement partir de ces 5% et de monter à 6, 7, 8, voire 9%. Et c'est l'hypothèse qu'on formule dans la note de la Fondation Jean Jaurès. On dit, pourquoi pas passer de 5 à 9 ? Et en passant de 5 à 9, on ne parle pas de... Voilà, quand je compare aux propositions qui ont été évoquées, qui nous reviennent du 19e siècle, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une proposition de social-démocrate réformiste. On parlait ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, celles et ceux qui n'étaient pas là, d'abolition de l'héritage. Bon, non, là, on est sur quelque chose de très, très, très raisonnable. Et de passer de 5 à 9, on lèverait 400 milliards d'euros sur 15 ans. Et dès l'année prochaine, sur une année, ça serait de l'ordre de 25 milliards d'euros. 25 milliards. Si on prend la note telle qu'on l'avait pensée au début, initialement, bien sûr, tout cela doit faire l'objet de discussions dans le cadre du processus budgétaire. Donc ça, c'est quand même... Quand on voit les débats qu'on peut avoir, mais on peut récupérer 500 millions sur l'aide médicale d'État, 300 millions par... Enfin, voilà les grandes masses en jeu. Et loin de dire aux autres, vos affaires, c'est peanuts. Mais quand même, le cœur du débat, il est patrimonial. Donc, 400 milliards d'euros qu'on pourrait ainsi lever. Alors, ça peut être plus si on fait 10, 11, 12, 13, 14 ou moins. Et la question derrière, c'est d'en fixer démocratiquement, de délibérer sur le fléchage qu'on pourrait avoir. C'est là où j'en reviens à la question des valeurs. Je disais l'attachement qu'ont les Français à la transmission, et j'ai trouvé très intéressant ce que tu disais, Mélanie, ce matin, sur l'idée que dans l'attachement à la transmission, bien sûr, on y pense à titre individuel, mais il y a l'attachement à la transmission au sens collectif du terme. L'héritage, c'est pas que l'héritage individuel, c'est aussi le monde que les gens vont laisser à leurs enfants. Et bien sûr qu'avec ces 400 milliards, nous, dans notre fondation Jean Jaurès, il y a Jean Jaurès dedans, hémisphère gauche, il y a gauche dedans. Donc évidemment, quand on pense ces grandes questions, on a une approche qui est plutôt de dire de recourir à l'intervention publique pour financer collectivement un certain nombre de choses. Donc nous, on avait pensé initialement à 3 grandes thématiques, l'éducation, l'enseignement supérieur, la transition écologique, et te dire ces 400 milliards pour laisser un monde meilleur à nos enfants. Voilà des domaines dans lesquels nous pourrions investir. Je parle aussi de la valeur travail, qui est une valeur à laquelle les Français sont attachés. Et on le disait aussi ce matin, une société dans laquelle l'héritage détermine totalement la position sociale est de facto une société qui dévalorise le travail. Et j'irai un peu loin, qui dévalorise l'innovation, qui dévalorise l'initiative privée, qui dévalorise même l'idée d'entrepreneuriat. Et là, on voit bien qu'on peut raccrocher à notre idée au départ, peut-être très socialiste, des personnes, des profils plus libéraux, mais très sensibles à la question de l'égalité des chances. On l'a rappelé ce matin, il y a 50% des Français qui vont hériter de moins de 70 000 euros tout au long de leur vie. Au contraire, de l'autre côté de la distribution, 0,1% des Français qui vont hériter de plus de 13 millions d'euros. Donc on voit bien ces écarts de richesse et dans l'héritage qui sont tout à fait problématiques. Et au-delà de ça, l'idée même du self-made man n'existe plus en réalité. On est dans toutes nos économies développées, dans des situations où la majorité des milliardaires ne seront pas des milliardaires qui se sont faits, entre guillemets, au cours de leur vie, mais des milliardaires qui sont nés milliardaires. Donc là, on a aussi, je pense, un enjeu. Un dernier point, et qui, à mon avis, mobilise, et on le voit avec la taxe Zuckman, un autre système de valeurs qui est important aux yeux des Françaises et des Français, qui est celui de la justice fiscale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez des impôts sur votre travail, les gens payent la CSG, payent l'impôt sur le revenu. On parlait tout à l'heure, la caisse d'amortissement de la dette sociale paye une cotisation proportionnelle pour rembourser la dette sociale. Les gens payent également lorsqu'ils vendent éventuellement quelques actions des taxes sur les plus-values.
Et lorsqu'on constate ces grandes transmissions, on voit tout un tas de trous dans la raquette, si je puis emprunter l'expression, qui font que les personnes les plus aisées échappent en certaine manière à l'impôt. Et je vais prendre un exemple qui me tient à cœur et qui est peut-être un petit peu technique, mais qui est, si on rentre dans le détail de notre proposition, mais je vais être très bref, sur les 400 milliards que j'évoquais tout à l'heure, il y a 260 milliards qu'on tire de la réforme des droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire les frais de notaire à l'héritage, pour faire bref, qui est très largement tiré des travaux réalisés notamment par Clément et par la note du CAE de 2021. On les reprend et on les extrapole en intégrant une dynamique démographique pour projeter le rendement sur 15 ans. Mais il y a un autre pilier qu'on a ajouté, et peut-être qu'André voudra le commenter, parce qu'on a eu cette discussion ce matin sur la combinaison entre ces deux piliers, et qui apporte 160 milliards d'euros supplémentaires, donc 400 milliards, 240 plus 160, là je suis sur la deuxième partie, les 160, qui est la taxation des plus-values latentes. Aujourd'hui, quand vous héritez, par exemple d'une entreprise qui est cotée, supposons 1 million d'euros, qui valait 0 à la naissance de la personne, donc de votre parent, supposons, toute la plus-value qui a été faite entre le 0 et 1 million disparaît au moment du décès de votre parent. Or, dans notre vie de tous les jours, si on fait une plus-value, on vend, on va payer une taxe, on va payer le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire 30% de la plus-value. Et dans le cas de ces héritages, cette plus-value disparaît totalement, n'est pas payée, et ça pose tout un tas de questions, en particulier sur les très hautes fortunes, sur les très hauts patrimoines. Parce que quand on arrive sur des très hauts patrimoines, en vérité, ces plus-values latentes constituent la majorité de leur patrimoine. Vous avez des actions qui valent tant et qui valent plusieurs milliards d'euros, et vous n'avez pas besoin de les vendre pour maintenir votre niveau de vie, parce que vous avez par ailleurs plein de ressources de revenus, et donc la question ne se pose pas. Et lorsque votre enfant en hérite, et lui-même les vend à son tour, finalement, on oublie totalement la plus-value qui a été réalisée du vivant du parent. Et ça, pour le coup, c'est un vrai facteur d'inégalité, un vrai facteur d'injustice, et à notre sens, une anomalie dans notre système fiscal, qui ne permet pas de rendre compte de la réalité aujourd'hui des patrimoines, qui est qu'elle est très largement composée de plus-values latentes. Donc, cette grande transmission, pour en rappeler les grands chiffres, 9 000 milliards d'euros. Nous, ce que nous proposons, c'est que d'en tirer 400 milliards via davantage l'instauration d'un impôt sur les grandes successions, vers le financement de besoins collectifs. Mais encore une fois, la clé de répartition peut être discutée. Tant le montant, 400, ça peut être 500, 300, d'une part, et d'autre part, l'affectation. Et on a eu toute une discussion à plusieurs tout à l'heure sur est-ce que ça doit aller vers le financement de besoins collectifs. C'est là quelle est notre préférence initialement, mais on peut tout à fait dire, pour justement jouer sur les systèmes de valeur, aller raccrocher des personnes très attachées à la valeur travail, de dire, sur les 400 milliards, il y en a 100 qui vont vers la baisse de la CSG. Par exemple, je ne sais pas, je fais exprès des propositions de ce type. Il y a tant de milliards qui vont vers la défense et la loi de programmation militaire pour aller, je ne sais pas, des enjeux de défense, j'en sais rien. Voilà l'ouverture qu'on donne à ce débat, et j'espère qu'aujourd'hui on pourra dresser un certain nombre de propositions sur la manière éventuelle d'allouer ces sommes que l'on pourrait lever grâce à l'introduction d'un tel impôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le constat et les propositions. Donc, je vais passer maintenant la parole à Clément sur les travaux sur la note de CAE. Merci, bonjour à tous. Merci Théo pour ces développements très intéressants. Donc, j'ai compris que ce matin, vous avez eu droit à des lectures de Mirabeau. Moi, ça va être beaucoup plus terre à terre, hein. Ça va être des chiffres, des barèmes, on va parler de niche fiscale. Bon. C'est un petit peu technique, mais c'est essentiel parce que il me semble qu'il faut qu'on fasse un constat quand on parle d'héritage et quand on essaie de réfléchir aux perspectives pour essayer de changer le regard sur les héritages, essayer d'avoir quelque chose de plus juste dans le futur. C'est essentiel de faire déjà le constat sur ce que c'est l'impôt sur les héritages aujourd'hui. Parce que, comme l'a dit Théo, c'est un impôt qui est aujourd'hui très impopulaire. C'est l'impôt le plus impopulaire. On peut dire aussi que c'est l'impôt le plus compliqué, celui que les Français comprennent le moins.
ça tient à une chose essentielle, c'est que l'héritage, c'est la seule fois dans la vie, peut-être à part quand on achète sa résidence principale, mais c'est une des rares fois dans la vie où les gens vont payer un impôt sur le patrimoine, sur le capital. Et donc, on n'a pas l'habitude, quoi. Le Français moyen, il paye un impôt sur le revenu, il va payer de la TVA, mais dès qu'on va partir sur du patrimoine, c'est plus compliqué. Qui dit patrimoine dit stratégie de long terme, optimisation, niche fiscale, etc. Donc là, c'est un peu plus difficile de s'y retrouver. Et du coup, moi, ce que je vais essayer de défendre aujourd'hui, c'est le fait que la complexité du système actuel et son absence de lisibilité font que ça contribue à l'impopularité de l'impôt et à notre difficulté à communiquer collectivement sur cette question, puisque quand on essaie de dire il faudrait réformer l'impôt sur les successions, augmenter, peut-être avoir des rendements un peu plus élevés, on nous dit mais oui, mais d'accord, mais il y a déjà un impôt sur les successions. Il y a déjà un impôt. La France fait partie des pays qui taxent le plus les successions. Alors, c'est vrai. C'est parce qu'en fait, l'impôt sur les successions est très très peu développé dans le monde, y compris en France. Il y a 4 pays dans le monde qui ont un impôt sur les successions qui ont un rendement significatif. C'est la France, la Belgique, le Japon et la Corée du Sud. Mais on dépasse jamais les 1% du PIB, quoi. En termes de rendement fiscal, même beaucoup moins que ça dans la plupart des pays. Mais pourtant, on nous dit oui, mais on est déjà le pays qui taxe le plus. C'est vrai, on a en France un peu plus de 20 milliards d'euros de rendement sur les successions et les donations. Un peu plus, ça c'est quelque chose qui est assez rarement discuté, un peu plus si on prend en compte les reprises sur succession. Quelque chose d'assez encore plus impopulaire que les droits de succession, c'est quand on va reprendre de l'argent aux héritiers des personnes qui ont bénéficié de prestations sociales, en jugeant que s'ils ont du patrimoine au moment de leur mort, il faut qu'ils remboursent les montants qui leur ont été versés, notamment par les collectivités locales. Et ça, donc c'est entre 1 et 1,5 milliard d'euros par an. Ça, c'est en plus. Donc ça fait aussi de l'impopularité en plus avec ça. Et donc, mon propos, c'est de dire que, alors oui, on fait partie des pays qui taxent le plus, mais finalement, c'est un impôt qui est très mal construit et qui rate sa cible. À la base, on nous a vendu un impôt qui est progressif, donc qui va taxer plutôt les grosses fortunes, les gros patrimoines hérités. Et en fait, quand on regarde plus précisément, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Parce que on a au fil des siècles, au fil des dernières décennies, mais ça se compte maintenant en siècles, on a une superposition de réformes qui font que oui, on a fait un système qui était progressif, mais on a aussi beaucoup de niches fiscales et beaucoup de niches fiscales qui bénéficient aux plus fortunés. Et donc petit à petit, en fait, on a augmenté les taux. Donc si vous regardez l'évolution du barème en ligne directe, on a un taux qui est monté à 40% sous Mitterrand, puis Sarkozy l'a augmenté à 45%, ça je vous parle du taux maximum. Donc on a un taux de 45% qui facialement est assez impressionnant et dont on parle tous les jours à la télé en disant qu'on a déjà un taux de taxation énorme. Et donc, mais en même temps qu'on a augmenté ce taux de taxation maximal, on a créé d'autres niches fiscales, des nouvelles niches, le pacte Dutreil, dont je vais vous parler, qui a fait l'actualité cette semaine puisque la Cour des comptes a publié un rapport sur ce dispositif. Et puis l'assurance vie. Je pense que je vais parler essentiellement de ces deux niches fiscales-là parce que c'est les plus importantes. L'assurance vie, c'était pas grand-chose il y a quelques décennies. Aujourd'hui, c'est 2000 milliards d'euros. C'est 20% du patrimoine des Français. Enfin, pas de l'économie française, mais des ménages. Voilà. Et donc, c'est devenu quelque chose d'énorme. Donc on a augmenté les taux, mais en même temps on a fait des niches, et ces niches elles sont de plus en plus grosses. Et donc à la fin, ce qu'on a montré avec le CAE, avec mes co-auteurs, c'est que sur le top 0,1% des héritiers, on est très loin du 45% qui nous est promis par le barème. On est plutôt autour de 10% d'impôt sur l'héritage. Donc quand on monte tout en haut, donc tu as évoqué les 0,1%, ceux qui vont recevoir plusieurs millions d'euros au cours de leur vie, le taux d'imposition est seulement de 10%. Donc ça fait quelque chose d'assez peu progressif finalement. Et en plus de cette complexité qui est liée aux niches fiscales, on a un problème, c'est qu'on n'a pas un seul impôt sur les successions, on en a en fait deux. Il y a l'impôt en ligne directe, avec un taux, je vous parlais à l'instant, du taux facial de 45%, le taux maximal à 45%, mais en fait finalement
il y a des abattements très hauts. Il y a des taux qui sont très progressifs, donc finalement très peu de gens sont concernés par les taux importants. Et donc sur les personnes qui ont des enfants, les héritiers vont payer très peu d'impôts finalement, à moins d'atteindre des sommes très importantes. Et à côté de ça, on a un autre impôt qui est l'impôt sur les personnes qui n'ont pas d'enfants, avec là des abattements qui sont beaucoup plus faibles. On va payer des impôts à partir de quelques milliers d'euros de transmission à son neveu, à son frère, etc. Et avec des taux qui montent assez vite, avec des taux moyens. Je ne parle pas de taux maximum, là je parle de taux moyens qui peuvent être de 30 ou de 40% dès qu'on atteint quelques dizaines de milliers d'euros. Donc c'est un autre univers, ça n'a plus rien à voir. Et alors comme on n'a pas beaucoup de chiffres dans le débat public, on n'a que la somme totale des deux impôts, ça nous fait des rendements importants, mais en fait, il y a beaucoup de rendements sur les personnes qui n'ont pas d'enfants, qui sont très taxées. Les transmissions aux enfants sont relativement peu taxées. Donc voilà, ça c'est, je ne vais pas rentrer, on pourrait multiplier les cas d'espèces et illustrer le fait que l'impôt est compliqué. Moi je vais vraiment insister sur les deux niches fiscales qui ont l'effet le plus anti-redistributif. C'est le pacte Dutreil et l'assurance vie. Alors quand on a commencé à se pencher sur ces questions avec le Conseil d'analyse économique, c'était la principale difficulté, c'est qu'on n'avait pas de données. Donc on a réussi à trouver des services dans Bercy qui avaient quand même quelques jeux de données. Donc, alors à l'époque, Bercy disait que la niche Dutreil, c'est 500 millions d'euros. Donc avec le CAE, à partir de données agrégées, on a dit non, ça coûte plutôt entre 2 et 3 milliards d'euros. Donc on voyait qu'on n'était pas d'accord. Alors Bercy a remonté un peu son chiffrage à 800 millions d'euros, en disant que oui, le CAE exagérait quand même un petit peu. Et puis la Cour des comptes, la semaine dernière, a dit en fait, c'est pas 2 à 3 milliards, c'est 5 milliards. Et Bercy a dit oui, c'est la Cour des comptes, donc on va rectifier. Et dans l'annexe du PLF, donc du projet de loi de finances de cette année, vous verrez que l'estimation du coût du pacte Dutreil est passée de 800 millions à 5 milliards. Et ce qui veut dire que, alors oui, pour ceux qui ne sont pas forcément spécialistes, le pacte Dutreil, c'est le fait d'avoir un abattement de 75% sur la valeur du patrimoine professionnel qui est transmis au décès. Donc si vous transmettez une entreprise qui vaut 1 million, au lieu d'être taxé sur la base de ce million, si vous la transmettez à un unique héritier, au lieu d'être taxé sur la base de 1 million, vous êtes taxé sur la base de 250 000 euros. Donc on applique le barème progressif sur les 250 000 euros, ce qui fait une économie d'impôts assez conséquente. Et donc si on arrive à 5 milliards d'euros de coûts fiscal, ça veut dire que les montants transmis se chiffrent non pas en milliards d'euros, mais en plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc il y a plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont transmis dans des biens professionnels chaque année et qui font l'objet d'une niche fiscale très importante qui en plus n'a jamais été évaluée au sens économique du terme, c'est-à-dire on n'a jamais évalué dans quelle mesure c'était vraiment utile d'avoir un tel abattement. Est-ce que ça permettait vraiment de créer des emplois, de l'activité, etc., en protégeant des PME, des ETI qui auraient peut-être été revendus avec des délocalisations, etc. Ou est-ce que finalement ça bénéficie surtout aux héritiers de ces entreprises, mais finalement sans effet sur le tissu, s'il y avait un impôt qui était calculé sur une valeur hors abattement, peut-être que ça n'aurait pas d'effet. On n'en sait rien parce qu'en fait, il y a très peu de données. Nous, on a sorti quelques petites données. La Cour des comptes en a eu un peu plus. Peut-être que dans quelques années, on sera capable de faire de l'évaluation de politique publique sur cette question-là. Mais en tout cas, ça n'a jamais été évalué vraiment totalement. En tout cas, ça coûte beaucoup d'argent. C'est des dispositifs qui concernent évidemment les gens les plus fortunés, le top 0,1% pour aller vite, les milliardaires. Et donc, ça permet des économies d'impôts très, très importantes et ça nuit à la progressivité de l'impôt. Donc ça, c'était pour le pacte Dutreil. L'autre grosse niche, c'est l'assurance vie. Alors là, c'est vraiment la partie la plus obscure de la fiscalité. À ma connaissance, je ne parle pas de la fiscalité des entreprises, mais sur la fiscalité des ménages, on a rarement fait quelque chose de plus compliqué. Historiquement, l'assurance vie, c'était pas grand-chose, macroéconomiquement, et puis c'était totalement exonéré d'impôts. Parce que même il y a quelques siècles, on ne taxait pas la dette publique, parce que on avait envie que les gens achètent de la dette publique. On a continué de faire ça avec l'assurance vie, donc c'était totalement exonéré d'impôts. Et à partir des années 90, il y a eu des crises importantes, puis on avait besoin d'argent, donc il y a eu des réformes sur l'assurance vie, notamment Lionel Jospin
qui a mis en place un système pour taxer les assurances vie, mais ça a été fait de façon très très partielle et très très complexe, puisque en fait on n'a pas voulu faire de réforme rétroactive. Alors du coup la taxation s'applique seulement sur les contrats ouverts après 1991, sur les versements avant 1997, après 1997. Ça dépend aussi de l'âge de la personne qui a versé, celle qui va recevoir. Enfin, c'est abominable. Et du coup, 20 ans après Jospin, en 2022, avec le CAE, quand on a essayé de voir à combien étaient taxées les assurances vie, on s'était dit, bon, ben, d'accord, les vieux contrats de 91, etc., c'est peut-être du passé. Peut-être que maintenant, l'essentiel de l'assurance vie est redevable d'une taxe. Et on s'est rendu compte que non. Sur les 50 milliards qui sont transmis par an en assurance vie au décès, le rendement de la taxe, c'est 200 millions. Donc on a un taux d'imposition de 0,5%, alors que le taux marginal d'imposition, c'est 31,25% sur l'assurance vie. Je vous parle des contrats récents. Et donc on a fait ce constat-là. 20 ans après la réforme de Jospin, qui a été complétée par Hollande en 2012, puisque le taux maximum sur l'assurance vie a été rehaussé de 20 à 31,25. Donc malgré le temps qui passe, finalement, l'assurance vie est toujours assez peu taxée. Et le problème, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, l'assurance vie est très très concentrée, c'est-à-dire que c'est pas forcément le placement, enfin c'est bien sûr le placement préféré des Français. Beaucoup de gens ont des contrats d'assurance vie, j'imagine dans cette salle aussi. C'est quelque chose de très très commun. On a l'impression que c'est un placement de classe moyenne. En fait, pas du tout. C'est quelque chose qui est très utilisé par les grandes fortunes. Et on avait montré avec les données, encore une fois, des données qu'on avait réussi à récupérer de Bercy, que les personnes qui vont recevoir plusieurs centaines de milliers d'euros au moment du décès de leurs proches par assurance vie. En fait, ces personnes, elles représentent entre 30 et 50% du montant global des transmissions par assurance vie. Donc, c'est pas des petites transmissions de milliers d'euros ou en dizaines de milliers d'euros, c'est en centaines de milliers, voire en millions d'euros. Donc, c'est quelque chose de très, très concentré et ça explique aussi pourquoi l'impôt ça nuit totalement à la progressivité de l'impôt. Voilà. Alors, en 2 mots, comment on sort de cette situation ? Donc, je ne vais pas du tout développer, peut-être on pourra en parler dans la phase de questions, mais ce qu'on raconte dans la note du CAE, c'est qu'il y a 2 piliers. Il y a un système plus simple et plus transparent. Donc là, on propose de faire un système où on prend en compte l'ensemble du patrimoine qui va être hérité au cours de la vie, et donc on va compter pour un même individu tout ce qu'il va recevoir, et on va essayer d'appliquer un taux progressif. Donc si vous avez hérité d'un oncle, de votre père, de votre mère, de votre frère, etc., plus de tant de millions d'euros, on va appliquer le barème sur la somme totale, et non pas, on va arrêter de taxer les différents transferts de manière isolée. On va essayer d'avoir une vision d'ensemble. Et puis, donc ça, c'est le premier pilier, quelque chose de plus transparent et de plus simple, même si ça implique bien sûr des réformes très importantes administratives pour avoir des dossiers individuels où on est capable de suivre les gens dans le temps, où l'administration soit en mesure de bien vérifier ce qui a été hérité au cours du temps. Mais en tout cas, du point de vue de l'individu, ce sera plus simple et plus lisible. Et l'autre pilier, c'est le plafonnement des niches. Donc l'assurance vie et le pacte Dutreil, la difficulté, c'est que ce sont des niches qui sont déplafonnées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 1 milliard d'euros sur votre assurance vie, vous allez bénéficier totalement de la niche fiscale. Vous pouvez avoir 100 milliards d'euros en pacte Dutreil, vous bénéficierez pour ces 100 milliards de l'abattement de 75%. Donc on proposait un plafonnement des niches, c'est-à-dire que pour des individus de classe moyenne, pour des PME, on comprend qu'il y a peut-être une utilité, et pour des milliardaires, on considère que au-delà d'un certain seuil, l'avantage s'épuise. Alors j'ajouterai 3 points, parce que si vous voulez réformer les droits de succession, il y a plein de problèmes qui vont se poser. Donc mettons qu'on arrive à plafonner les niches, etc. La question, c'est à la fin, qu'est-ce qu'on veut comme taux d'imposition sur les gros héritages ? Donc, mettons sur le top 0,1%. Qu'est-ce qu'on vise ? Est-ce qu'on vise 10, 20, 30, 40, 50, etc. Évidemment, plus vous allez haut, plus ça fait peur. Et peut-être la mauvaise stratégie, c'est de continuer à réfléchir en termes de taux marginal. Enfin, vous voyez, on a des barèmes avec des seuils, etc. Et on fixe un taux marginal qui est aujourd'hui à 45% en ligne directe. Il faudrait peut-être arrêter
peut-être arrêter de focaliser sur ce taux marginal, parce que ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Hein. C'est des taux qui s'appliquent au-delà de montants très élevés. On ne voit pas très bien ce que ça implique comme impôt supplémentaire. Donc peut-être que la bonne stratégie, ce serait de faire un peu comme ce qui a été proposé pour la taxe Zuckman, de réfléchir en termes d'impôt minimum moyen, comme ça, quoi. Il faudrait que dans le top 0,1%, on paye au minimum en moyenne 20%, 30% d'impôts. Voilà. Ce serait peut-être quelque chose qui serait beaucoup plus transparent et qui permettrait de communiquer sur des taux qui sont moins anxiogènes que des taux marginaux comme ça qui peuvent... voilà. Après, c'est techno, c'est un peu techno. Mais là, le taux minimum, c'est une manière de communiquer qui est peut-être un peu plus simple. Alors l'autre point, ça a été évoqué par Théo déjà, c'est articuler surtout la fiscalité des successions avec le reste de la fiscalité, et notamment sur les entreprises. Il y a un gros problème quand on veut essayer de réformer le pacte Dutreil, c'est que finalement les entrepreneurs disent ben non, il faut protéger l'outil de travail, il faut absolument pas qu'il y ait de fiscalité là-dessus. Le problème, c'est que il faut regarder sur l'ensemble du cycle de vie d'entreprise. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des entreprises qui vont payer de l'impôt sur les sociétés tous les ans. Donc ça, c'est en lien avec les débats sur la taxe Zuckman. Il n'y a pas beaucoup d'impôt sur le revenu qui est payé, pas beaucoup de prélèvements sociaux. Les plus-values latentes sont jamais payées, comme tu l'as dit, soit parce que ça va s'éteindre au décès, soit parce que c'est un peu compliqué, mais il y a des exonérations d'impôts pour durée de détention ou pour passage à la retraite, ce qui fait que quelqu'un qui crée une entreprise, en fait, quand il va la revendre au bout de 30 ou 40 ans, il va très peu payer d'impôts en fait, sur les plus-values latentes qu'il a réalisées. Et puis à la fin de tout ça, on a le pacte Dutreil qui fait qu'on ne paye pas d'impôts sur les successions. Donc en fait, sur tout l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise, là, à part l'impôt sur les sociétés, il n'y a rien qui est payé d'impôts et il n'y a rien qui permet de financer la protection sociale, les dépenses de l'État et la redistribution. Et donc, il faudrait passer de cette situation à une situation plus favorable, mais en même temps, c'est compliqué. On ne peut pas juste réformer les droits de succession. Il faut essayer de proposer, sur toute la durée de vie de l'entreprise, quelque chose qui fasse qu'on n'ait pas des taux d'imposition confiscatoires, quoi. Voilà. C'est un peu la difficulté. Donc, il faut jouer sur l'impôt sur les plus-values latentes, l'impôt sur les successions, et regarder un peu au global, avoir un taux, une contribution des entreprises qui soit raisonnable et qui soit à la fois pas trop basse, pas trop haute. Et c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Mais si on fait pas ça, on va toujours se voir opposer des arguments sur le fait que vous allez taper les entreprises, que les boîtes vont être liquidées, vendues ou qu'elles vont s'effondrer. Et puis, en fait, je vais m'arrêter sur ce deuxième point. Donc, en fait, sur les plus-values latentes, oui, c'est vrai que c'est une situation assez cocasse. On a des volumes d'argent qui se comptent en centaines de milliards d'euros qui sont accumulés en tant que plus-value latente, et elles sont jamais taxées. Donc, voilà, il faut réfléchir. C'est une question qui est nouvelle dans le débat public. C'est vraiment grâce à la taxe Zuckman qu'on commence à penser à ces choses-là. Mais en tout cas, il faut essayer de pas voir l'impôt sur les héritages comme quelque chose de totalement isolé du reste, en fait. Il faut essayer de replacer l'impôt dans une perspective un peu plus large. Voilà en quelques mots ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. André Masson, je vous laisse poursuivre. Bon, alors moi je vais donc, là vous avez eu vraiment deux exposés détaillés et tout précis. Donc moi, je vais partir dans les grandes idées fumeuses. Alors la première chose, c'est que les droits de succession, c'est pas un impôt comme les autres, quoi. Ça, il faut vraiment l'arbitrage efficacité équité ne marche pas aussi facilement. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc derrière ça, il y a le poids de l'idéologie qui fait qu'on peut avoir certaines positions. Les autres ont d'autres positions, puis c'est tout. Donc une première dimension, c'est évidemment la plus simple, c'est l'intergénérationnel. Les héritages, transmissions, c'est intergénérationnel. Alors, où vous prenez le point de vue de l'épargnant, de celui qui transmet,
En général, vous allez aboutir à des droits de succession faibles. Vous avez le droit de propriété d'un côté, la continuité de l'entreprise ou de l'activité économique, ça c'est pour ceux qui sont pour le droit de propriété, et puis vous avez l'épargne vertueuse pour les enfants, pour les familialistes, la chair de ma chair, on ne peut pas toucher à ça. Bon, alors les droits de succession vont être faibles en général, ou alors vous prenez le point de vue de la génération qui reçoit. Et alors là, en général, on obtient des droits de succession élevés et progressifs. Pourquoi ? Parce que l'héritage, c'est quoi ? C'est une rente, c'est un revenu d'aubaine immérité. Unearned en anglais, ça passe mieux qu'immérité en français. Ça pousse à la paresse, les héritiers sont incompétents pour les entreprises, ça crée des dynasties d'héritiers, taxons. Le problème, c'est comment réconcilier les deux points de vue. Alors, je vous passe sur les modèles de fiscalité optimale à Piketty 16. Bon, enfin, c'est un problème. Ensuite, vous avez le problème, le deuxième type, c'est que c'est un impôt existentiel, donc le rapport à la mort, etc., le désir de se transcender, surtout maintenant qu'il n'y a plus de religion, donc avoir un horizon infini, l'immortalité, tout ça. Les économistes, c'est simple, ils disent l'horizon est infini. On ne voit pas qu'ils ont transcendé la mort, mais enfin, c'est ça qui se passe. Et puis, familial, donc on est le maillon de la chaîne transgénérationnelle, il y a l'amour pour les enfants, la réciprocité indirecte, comme on a reçu des parents, on donnera à ses enfants, etc., qui joue un rôle clé. Puis vous avez la vision du social, où vous êtes du côté de la liberté ou du libre agent sur les marchés, au sens là disposer de ses biens, ou alors vous êtes du côté de l'égalité citoyenne, de la justice sociale. Alors, quand on mélange ces trois critères plus ou moins liés, qu'est-ce qu'on obtient ? Bon, je vais vous donner un exemple. Yael Braun-Pivet. Le truc qui tombe du ciel, à un moment, cela suffit. Elle se place donc du point de vue intergénérationnel totalement du côté des bénéficiaires, pour l'épargnant. Deuxièmement, le mot famille, parent n'est pas prononcé, donc il n'y a pas de famille. Position. Et troisièmement, la liberté du libre agent, elle s'en fout, égalité citoyenne. Bon. Et donc, effectivement, quand on est dans cette optique-là, on obtient une taxation très élevée des héritages. Je vous signale qu'elle a été tellement caricaturale qu'on obtiendrait le contraire. Si ça tombe du ciel, c'est donc de la chance. Et si c'est de la chance, c'est comme les gains au loto. Et les gains au loto ne sont pas taxés. Donc, mais là, c'est pas grave, mais voilà. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vous fais ? Vous préférez ce que fait la note du Conseil d'analyse économique sur ce qu'on appelle l'accession tax, ou des choses sur le dilemme moral et l'énigme des droits de succession ? Vous choisir. Dilemme moral. Bon, allons-y pour le dilemme moral. Donc, en France, il y a plusieurs philosophies et tout, mais en France, le dilemme moral, c'est entre l'égalité citoyenne ou la justice sociale d'un côté et la morale familiale et les valeurs familiales de l'autre. Or, vous savez ce qui se passe, d'ailleurs, c'était fait dans un truc de la note du CAE, je crois, par Stankieva, sans doute. Quand on demande aux gens français, est-ce qu'il est injuste que les enfants héritiers partent mieux lotis que les autres ? Une large majorité répond oui, pas de problème. Deuxième question, est-ce que vous pensez que les parents, même aisés, doivent pouvoir transmettre leur patrimoine en intégralité sans impôt ? Large majorité aussi. Oh, ben ça va pas. Donc les gens sont idiots. Non, ils ont arbitré entre deux principes clés, contradictoires, et ça, c'est inhérent au phénomène de l'héritage. Alors, c'est pas nouveau. Durkheim, 1900, avait déjà ce problème. Dans Leçons de sociologie, il le cite parfaitement. Du côté de l'égalité citoyenne ou de la justice sociale, c'est quoi ? Tant qu'il y aura des riches et des pauvres de naissance, il ne saurait y avoir de contrat juste. Or, pour Durkheim, le contrat juste, c'est le contrat achevé. C'est pas le contrat libre, il y a toujours des contraintes, c'est le contrat achevé. Mais de l'autre côté, sur ce côté non abolitionniste de l'héritage, je vous cite des bouts piecemeal un peu. Nous travaillons autant pour le bonheur de nos enfants que le nôtre. Confrontés à une forte inégalité originale de naissance, nous cherchons à rendre cette inégalité aussi peu défavorable que possible aux êtres auxquels nous tenons le plus, et même à la leur rendre favorable, car certains sont munis d'avantages préalables, ce qui met ceux qui n'en sont pas pourvus dans un état d'infériorité évidente. Donc vous avez bien ce balancement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il faut expliquer ? Il faut expliquer pourquoi le poids des valeurs familiales a beaucoup augmenté par rapport au poids accordé à l'inégalité des chances et à la justice sociale. Voilà l'enjeu, pas plus compliqué que ça. Alors l'énigme des droits de succession, je suis obligé de continuer là-dessus après la voir. Donc l'impopularité, l'énigme, c'est qu'ils sont de plus en plus impopulaires, alors qu'ils rapportent de moins en moins. Bon, du moins avant le grand transfert, parce qu'on va toucher des miettes du grand transfert tellement l'assiette augmente. Alors en général, il est dit, c'est impopulaire parce que c'est compliqué et qu'ils sont mal perçus et parce que mal compris. La première chose à savoir, c'est cette impopularité très forte, c'est l'impôt le plus impopulaire, dans tous les pays,
à peu près, et dans toutes les classes sociales, même dans les classes intellectuelles, où on réfléchit peut-être plus, c'est pareil. Deuxièmement, le point clé énorme, c'est que cette impopularité est nouvelle. Elle n'existait pas avant. Ils ont été longtemps populaires, non parlez pas de 1900, mais même de l'entre-deux-guerres, et même après, au début de l'après-guerre. On peut même dater le revirement des opinions. Aux États-Unis, c'est la campagne de McGovern en 1972 contre Nixon, où il propose un relèvement des droits de succession sur un fiasco. Et en France, vous connaissez sans doute moins, c'est le rapport des trois sages 1978, Vangeol, Blot-Méreau. Je passe, si vous avez des questions, la question. Bon. Alors, donc, cette impopularité est nouvelle. Et deuxièmement, l'ISF est de loin l'impôt le plus populaire, les droits de succession le plus impopulaire aujourd'hui. Vu de loin, c'est presque le même impôt, non? Trop riche, quoi, c'est tout. Eh ben non. Vous voyez, donc vous avez des choses à expliquer que je vous ne ferai pas, mais qui indiquent donc le fait qu'il faut expliquer que l'impopularité a augmenté, et deuxièmement, que l'ISF marche très bien et que les droits de succession ne marchent pas. D'où l'idée, d'ailleurs, de faire un ISF successoral, de taxer que les gros héritages. Alors, il y avait une position de Clément là-dessus qui était intéressante, qui reçoit la note de Jean Jaurès, là, qui était un petit peu de... En fait... On laisse presque les droits de succession comme ils sont, et on crée un impôt à côté, qu'on n'appelle pas droit de succession d'ailleurs, mais qu'on appelle l'équivalent d'ISF successoral, un impôt à part. Et donc effectivement, là, on peut commencer à dire, bon, taxe à 20%, terminé, ou à 10%, taux marginal 45%, on s'en fout littéralement. Ça, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible d'aller dans cette voie, c'est un peu dans cette voie que va la note. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je vais passer... L'accession tax, vous la voulez pas, donc. La carotte et le bâton. Donc j'arrive à la carotte et le bâton. Donc on arrive au grand transfert. Et donc, qu'est-ce que c'est que le grand transfert qu'a noté dans la note? À quoi il est dû? La montée d'une gérontocratie patrimoniale, etc. Avec les seniors qui ont donc le patrimoine. Les 60 ans et plus détiennent 60% du patrimoine financier, 60% du patrimoine non financier. Mais c'est une épargne dormante, qui n'est pas dynamique, qui est de court terme et peu risquée. Alors, qu'est-ce que va faire le grand transfert? 9 000 milliards, soit 3 années de PIB, à peu près la même chose que pour les États-Unis. Bon. Le grand transfert, il va faire que les flux annuels de transmission en ligne directe, aux enfants, petits-enfants, vont dépasser la masse des retraites publiques en France. Donc ça, il faudrait représenter ça comme ça. À la retraite, on parle tous les jours, 14% en France, 4% de plus que ses voisins, du PIB et tout. Là. Oui, d'accord, mais là, ça va descendre comme à toute vitesse pour les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, voilà l'histoire. Alors maintenant, j'en arrive à la note Jean Jaurès, juste derrière. Qu'est-ce que fait la note Jean Jaurès sur ce grand transfert? Elle parle d'un grand transfert inédit, de la nécessité des investissements lourds d'avenir dans l'éducation, la recherche et l'écologie, et que ça demande des mesures d'urgence. Le grand transfert étant à la fois une menace, production de sociétés d'héritiers, mais une opportunité. OK. Mais il y a encore d'autres investissements d'avenir si on veut augmenter les richesses. La production, les infrastructures, le numérique, et aussi le social, la santé et le logement pour les jeunes. Après, ils veulent affecter les recettes, soit une baisse de prélèvements pour les actifs, donc ça c'est Antoine Fouché, le travail ne paie plus, ou à une baisse de déficit pour les générations futures. Bon, il n'y a rien sur les dotations à capital, mais oublions. Alors, d'un côté, il faut une accession tax. Qu'est-ce que c'est qu'une accession tax? Je suis obligé d'y aller, ça c'est embêtant, mais bon. On taxe, on fait tout ce qui a été reçu, à un taux progressif, sans autre considération. Sans aucune autre considération. C'est ça le truc clé. On est un peu dans l'optique Yael Braun-Pivet, hein. Alors d'abord, on va faire ce qu'a dit Clément, un compte personnalisé de réception patrimoniale. Hein. On va le faire. Et il va être intrusif, il va être compliqué, parce que ce qui a été reçu à 30 ans, il va falloir l'actualiser aujourd'hui. L'administration fiscale le fait déjà quand elle veut obtenir une égalité entre enfants pour des transferts reçus à des époques différentes, mais ce n'est pas évident. Et donc, ça va être contesté, contestable, etc. Comment actualiser un bien reçu il y a 40 ans? Puis surtout très intrusif. Les gens ont l'habitude de compte retraite, du compte pénibilité. Mais ça, plus je trouve un truc, plus ça m'augmente. Là, plus on trouve un truc et plus je paye. Donc j'en veux pas de ce compte personnalisé là. Après, la fiscalité est neutre. C'est-à-dire que la fiscalité est indépendante autant de la forme de la transmission, héritage ou donation, ou que ce soit en ligne directe ou indirecte. Conséquence,
La donation précoce à un enfant en difficulté va être exactement traitée comme l'héritage à un lointain parent que l'on n'a même pas connu. Oui, mais c'est pas grave, il faut les quitter, c'est ça qui compte. Ça va être difficile de modifier la morale française sur ce point-là. Très difficile. Aller voir les gens dans la rue et leur dire que ce sera pareil. Alors je me saigne pour mes enfants, et ce sera autant d'impôts que pour l'autre qui donne à quelqu'un qui n'a même pas connu. Bon. Quels seront les gagnants à la réforme? Tous les fiscalistes regardent. Quels seront les gagnants à la réforme? Les ménages sans enfants aisés. Parce que là, du coup, ils n'auront plus le mur successoral. Le mur successoral est trop élevé. Mais là, ils vont y gagner. Alors, ils vont même doublement gagner. Puisque dans l'état actuel des choses, les parents sont soumis à la réserve héréditaire des enfants. Les ménages sans enfants, non. Non, ça va être le pactole pour eux. C'est bien parce qu'on veut justement augmenter le nombre de naissances. Et puis, troisième point, toujours dans la fiscalité neutre. Non, mais je vous donne exprès les arguments parce qu'il faudra les contrer. Troisième truc, comme vous n'avez plus le jackpot des successions en ligne indirecte, ce dont vous a parlé Clément, c'est-à-dire la moitié des recettes, il va falloir déjà durcir beaucoup le barème, rien que pour retrouver les recettes d'avant. Donc il va falloir, sur les riches, avoir tapé comme une bête. Dernier point, le plus important peut-être, à la limite je ne pourrais pas parler de ma proposition, mais ça ne fait rien, l'accession tax est ingérable sans la liberté de tester. Il faut une liberté de tester. Alors, Atkinson le montre clairement en 2015. Alors vous comprenez, quand vous avez une accession tax, vous avez intérêt à donner un maximum de personnes qui n'ont encore rien reçu comme héritage. Et là, ça va payer et l'État prendra rien. Bon, c'est vachement bien, ça fait du brassage interfamilial et tout. Là, vous ne pourrez plus faire ça. Donc les 3/4 des arguments en faveur de l'accession tax disparaissent puisqu'il n'y a plus liberté de tester. Et pire que ça, les Français les parents veulent donner à leurs enfants. Maintenant, vous ne maîtrisez plus rien. Vous avez 2 enfants, il y en a un qui a reçu un gros héritage. Vous ne pouvez plus rien lui donner. 1 euro, c'est déjà taxé énorme. Beaucoup marginal. Vous ne pouvez rien lui donner. Et quand vous voulez faire l'égalité entre le frère et la sœur dont l'un a reçu, l'autre pas, vous n'y arrivez pas. Donc, il faut absolument la liberté de tester. Bon, vous pouvez le faire, hein, mais ce n'est pas encore chez nous. J'en arrive maintenant à la suite de la note Jean Jaurès, qui est donc de taxer aussi, modifier la taxation des plus-values. Donc, de faire que les plus-values latentes soient taxées lors de la transmission comme si c'était une vente. Bon, très bien. N'oubliez pas que la taxation des plus-values, c'est distorsif. Ils vont se précipiter sur les actifs sans plus-value. Sur la résidence principale, c'est l'exempté. Ça, c'est important. Avec le régime de taxation des plus-values en France, les parents vont retarder le plus possible les transmissions. Puisqu'au bout de 30 ans, vous ne payez plus rien. Mais non, mais ce n'est pas ça qu'on veut, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir réformer le régime de taxation des plus-values. Le plus simple, c'est qu'on taxe les plus-values réelles, l'abattement étant sur l'inflation. Bon, ça fait beaucoup de réformes, ça. Bon. Alors, maintenant, quel est l'objectif de la note Jean Jaurès, qui aussi c'est de Clément? C'est produire, il l'a dit d'ailleurs Théo, produire un monde meilleur pour que nos enfants et petits-enfants soient mieux. C'est collectif. Et donc, ils insistent beaucoup sur les investissements d'avenir, donc lourds. Le problème, c'est qu'on peut penser que les Français, en majorité, n'y croient pas. On est dans un monde chaotique et incertain, avec une baisse des services publics, inégalité, compétition, c'est très dur. Les baby-boomers, leurs parents sont inquiets pour leurs propres enfants. Ils veulent leur laisser quelque chose, à tout prix un héritage. Le seul vrai rempart contre un avenir sombre. Le défi climatique, finalement, on n'y paie rien. D'ailleurs, les baby-boomers n'y croient pas. La coupure selon l'âge pour le défi climatique, c'est plus de 60 ans, moins de 60 ans. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Pas de droit de succession. Après moi, le déluge, sauf pour mes enfants. Donc, c'est ça pour lequel il faut se battre. Qu'est-ce que je propose, moi? Par rapport à ça, oui, c'est pas terrible. Inciter forcément, sinon forcer même, les baby-boomers à financer les investissements d'avenir collectifs, dont on a besoin, collectifs, ce que veut la note. Mais les forcer, il faut quand même... Bon, tout en protégeant leurs enfants, et cela par une réforme à échéance rapide, il y a urgence, et qui change donc le minimum de choses possibles. Surtout pas une réforme systémique. Le plus simple possible pour y arriver. Bon, j'ai le temps encore ou pas? Je vous laisse.
c'est gentil, madame. Vous nous donnez une solution. Oui, voilà. Il faut repousser la solution. Bon. Donc, il faut canaliser le grand transfert autrement qu'en récoltant des miettes fiscales. On va dire que la fiscalité est dynamique, forcément. Le grand transfert, c'est comme ça. Mais ce ne sera rien du tout. Et pour ça, il faut transformer l'épargne des ménages seniors en placement long et moins sécure. On est vraiment du Bruno Le Maire, mais il n'existe plus. Et ces placements de long terme pourraient alimenter directement des fonds d'avenir destinés aux investissements d'avenir, donc de long terme. Alors, pour ça, on va utiliser les droits de succession comme un mécanisme levier incitatif pour drainer l'épargne senior trop dormante, quasi-liquidité, fonds en euros, etc., vers ces investissements d'avenir. C'est une vocation complémentaire à la réduction de l'inégalité des chances en patrimoine. On lui rajoute ça. Pourquoi ? La France est riche, mais elle est riche que quoi ? Que de l'épargne de ses seniors. Donc, il n'y a pas d'argent ailleurs. Donc, c'est ça qu'il faut pouvoir. On leur pique, on la réoriente. Alors, l'objectif, c'est donc pas seulement de réduire l'inégalité des chances en patrimoine ou augmenter les recettes, mais remédier à l'inefficacité de masse d'une épargne sous-optimale. Excusez-moi le jargon, c'est exactement ce que dit l'autorité des marchés financiers. L'épargne européenne est absolument mal allouée. Elle ne sert à rien, elle sert au remboursement d'emprunts, elle sert aux investissements américains, parce que les investissements américains sont plus rentables, ça tombe bien, les Américains n'ont pas d'épargne, alors que nous on en a beaucoup. Donc le principe, c'est allonger et dynamiser l'épargne senior en pénalisant les placements traditionnels, ça c'est le bâton, toute incitation à un bâton de carotte, par rapport à de nouveaux placements longs avantagés, ce serait la carotte. Or la carotte, c'est quoi ? C'est de l'offre financière inédite de placements longs aux besoins transgénérationnels, c'est-à-dire détenus successivement par les parents et les enfants, sur 25 ans à peu près, et qui seraient à peu près exonérés de droits de succession. Dans le cas français, un placement qui pourrait rendre compte de ça, ce serait une assurance vie allongée à 25 ans. Si vous faites ça, des placements transgénérationnels exonérés de droits de succession, ça va faire quoi ? Rien. Le coût d'immobilisation est trop long. Les impôts qu'on paye autrement, c'est pas si important que ça comme droit de succession. Donc il vous faut un bâton. Le bâton, c'est une surtaxe successorale ciblée sur les héritages d'actifs traditionnels en ligne directe. Mais là, vous pouvez y aller, parce que vous avez une porte-sortie, ces placements transgénérationnels. Donc vous pouvez augmenter les droits de succession. Vous pouvez y aller. Et même vous pouvez supprimer les niches ou les plafonner, comme dit Clément, sans avoir peur des réactions d'incidence, de réactions fiscales d'optimisation, puisque vous offrez une royale qui sont ces placements transgénérationnels. L'idée donc, c'est que plus les placements transgénérationnels, qui n'ont pas un rendement énorme, c'est des placements de long terme, seront d'autant plus attractifs que la surtaxe successorale sera élevée. D'un seul coup, ces placements de rentables vont devenir rentables par rapport au livret A, aux quasi-liquidités, aux fonds en euros et tout, au moment de la succession. Et il n'y a pas d'autre moyen d'allonger l'épargne et dynamiser l'épargne des seniors parce que l'intermédiation financière est trop court-termiste, du moins à large échelle. Donc, pourquoi uniquement les héritages d'actifs traditionnels ? Ce serait une incitation à la donation, puisque la donation serait avantagée par rapport aux héritages. Bon. Je fais que ça, c'est un minimum. Alors, je lis pour être plus rapide. Gérés par des investisseurs de long terme socialement responsables, ces fonds d'avenir feront office de substitut, en mieux, et cela dès demain, à des fonds de pension peu développés dans notre pays. Et à travers ces placements transgénérationnels, les parents épargneraient au mieux pour leurs enfants, en limitant leurs droits de succession d'une certaine manière, mais investiraient à la fois pour le bien de l'économie et des générations futures. C'est-à-dire qu'on respecterait d'une certaine manière la morale familiale, parce que l'impopularité des droits de succession est liée à la morale familiale et à son développement, au fait que du poids de la famille de plus en plus important, ce qui ne veut pas dire que la famille aille bien, mais les gens se réfugient de plus en plus sur la famille. Merci beaucoup. Donc finalement, la controverse est ouverte. Héritage, meilleure allocation des ressources ou meilleure allocation de l'épargne. J'ouvre les questions. C'est assez juste. Présentez-vous, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, Pascal Schuster, je suis militant de gauche, je dirais. Merci beaucoup pour les présentations. Elles étaient presque aussi bien que les discours de Robespierre et de Jaurès ce matin. Je voulais rebondir sur la fin de l'intervention de Clément d'Herbecourt. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait, le cas échéant, revoir la fiscalité sur les entreprises pour répondre à l'objection des entrepreneurs qui disaient si on nous taxe trop au moment de la succession, on risque de perdre notre outil de production et la France risque de perdre son outil de production. Donc, ma question, c'est est-ce que vous avez pas, alors j'ai compris que vous n'avez pas envisagé l'hypothèse abolition de l'héritage, même au-delà de 12 millions d'euros, c'est votre choix le plus strict. En revanche, est-ce que vous avez envisagé d'autres hypothèses, étudier d'autres choses en termes de transmission et notamment comment encourager, fiscalement, le cas échéant, autrement que fiscalement, la transmission à des tiers, que ce soit un tiers collectif, donc je reboucle avec ce qui a été dit ce matin, ou un tiers individuel. Et là aussi, pour reboucler avec ce qui a été dit ce matin, puisqu'il y avait une question sur la pensée libérale, qui est aussi normalement tout à fait contre l'héritage. J'étais il y a quelques jours, quelques semaines, à un petit déjeuner de la Fondation Concorde, où quelqu'un, alors c'était pas à la tribune, c'était dans la salle, proposait, on pense qu'on veut de la proposition, d'alléger la taxation en liquide des héritiers d'entreprise dès lors que ces héritiers vendaient l'entreprise à un collectif de salariés. Merci. Je propose peut-être de prendre les questions par 3. Oui, moi j'ai 2 petites questions. La première, c'est quand on envisage de rendre cet impôt plus progressif, comment est-ce que, à votre avis, il faut penser cette progressivité ? À quel moment on met le curseur ? Je sais qu'on a eu ces débats aussi avec Mélanie Plouviez d'un point de vue plus philosophique, mais c'est une vraie question parce qu'il en va aussi de l'acceptation derrière de cette réforme par les Françaises et les Français. Et la seconde question, ça serait sur le Dutreil. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Nous, on a pensé au moment de l'écriture du rapport à un système un peu à l'allemande, c'est-à-dire avec un plafonnement du Dutreil, une dégressivité de cette exonération-là, en considérant que c'est pas la même chose de transmettre un petit commerce ou une PME ou de transmettre une très grande entreprise. Donc voilà, je sais pas si les uns ou les autres, vous avez des réflexions là-dessus. Merci. Oui, merci Rémi Goubert. Moi j'ai une petite question concernant les propositions qui ont été faites, on voit qu'il y en a plein. Alors je n'étais pas là ce matin, donc peut-être qu'on en a déjà parlé, dans ce cas-là je m'excuse de poser une question qui est revenue, mais concernant l'idée de la dotation en capital, dotation universelle, capital universel, ça revient sur des noms bien différents. Est-ce que vous avez des exemples ? Il me semble que certains pays, notamment scandinaves, même le Royaume-Uni, a essayé de mettre en place ce type de fonds. Je crois que récemment, il y a Gabriel Attal qui a parlé, qui a fait une proposition qui n'est pas de l'ordre de la dotation universelle, mais de créer un compte pour un enfant et de mettre de l'argent dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que pour accepter une remise en cause de l'héritage, pas une abolition, je vois bien, mais peut-être pourquoi pas. Il faudrait en effet une carotte. Et la carotte peut être tout simplement le fait de redonner de l'argent à tout le monde à partir d'un certain âge, et peut-être 18 ans. Je sais que Piketty, c'est 25 ans, mais je crois que le début de la vie, c'est aussi 18 ans, payer des études, des logements, du transport. Voilà, je vous remercie. Merci, je vous propose de répondre à cette première série de questions. Merci. Là, je vais prendre l'ordre inverse. Je vais commencer par la dernière question sur la dotation universelle. Alors, comme l'a dit André tout à l'heure, c'est vrai que l'impôt sur les successions, c'est quelque chose de très particulier. C'est assez à part. Et donc, on pourrait imaginer que dans l'utilisation des recettes, on fasse un traitement à part aussi. Au lieu que ça soit juste un impôt de plus qui soit affecté au budget général et qui permette de payer un peu tout. C'est vrai qu'on y réfléchit beaucoup. On pourrait essayer d'augmenter la popularité de l'impôt en essayant d'avoir une affectation des sommes sur des choses désirées par les Français. Alors, la dotation universelle, c'est-à-dire on peut donner à des individus des petites sommes. On prend les recettes, on les divise. Alors, ça peut être les gens qui ont atteint 18 ans dans l'année, ou ça peut être à la naissance. Voilà. Bon, ça, c'était une des propositions de la note du CAE. Je suis pas sûr que ça soit très populaire, en fait. On a eu beaucoup de discussions suite à la publication de cette note. Je suis pas sûr que ça remporte l'adhésion d'une majorité de gens. Alors, j'ai essayé de réfléchir à d'autres solutions. Au lieu d'avoir une dotation universelle, on pourrait avoir une dotation collective. Ça veut dire un fonds souverain. Ça rejoint un peu ce que disait André tout à l'heure. C'est-à-dire, on prend les recettes et puis on les affecte dans un fonds
qui ne peut pas être dilapidé ou qui ne peut pas servir au budget général de l'État, mais qui soit un réceptacle de sommes qui soit capitalisé dans le temps, un peu comme en Norvège, ils ont fait avec le pétrole finalement. Donc ça serait l'idée plutôt d'un fonds souverain qui permettrait de voir que les sommes qu'on a prises à la sueur, au sang des honnêtes travailleurs, hein, pour reprendre des images qu'on utilise pour discréditer les droits de succession, ces sommes-là, elles soient visibles et qu'elles servent à quelque chose et qu'elles ne soient pas dilapidées. Sur la progressivité, où est-ce qu'on met le curseur ? Alors, ça rejoint aussi quelque chose qui m'est venu en écoutant André. L'impôt sur les successions est impopulaire, alors que l'ISF est très populaire. Mais c'est parce qu'en fait, les Français considèrent que l'ISF, ça taxe vraiment les riches, alors que les successions, on a l'impression que ça taxe un peu la classe moyenne. Et quand on demande plus précisément, par sondage, est-ce que vous êtes favorable à augmenter les droits de succession sur les très gros patrimoines ? Donc, par exemple, il y a eu un sondage qui a été commandé par Oxfam, qui a été publié il y a 2-3 ans là-dessus. Mais on se rend compte que quand on met un seuil à 10 millions d'euros, on a 56% des Français qui répondent « oui, je suis favorable à augmenter les droits de succession au-dessus de ce seuil-là ». Alors, on est encore loin de la popularité de la taxe Zuckman, mais la taxe Zuckman, c'est un seuil de 100 millions d'euros. Alors moi, je serais curieux, si quelqu'un veut faire un sondage, un peu d'argent, de refaire le sondage en disant « est-ce que vous êtes favorable à augmenter les droits de succession au-dessus de 100 millions d'euros ?» Et on verrait est-ce qu'on obtient un taux d'adhésion de 85 ou de 90% comme la taxe Zuckman. Donc en fait, on parle d'impopularité de l'impôt sur les successions. Si on arrive à mieux poser la question, expliquer que l'héritage c'est un peu comme l'ISF, quoi, et en documentant ces choses-là, je pense qu'on peut comprendre que au-delà d'un certain seuil, il y a une forte adhésion. Donc, si vous voulez avoir des taux très élevés ou des taux d'affichage très élevés, ça sera forcément faudra aller assez haut dans la distribution, quoi. Dans le système actuel, la tranche à 45%, elle commence à 1,8 million d'euros. C'est pas la taxe Zuckman, quoi. La taxe Zuckman, on est à 100 millions. Donc voilà, c'est un peu voilà. C'est en tout cas progressivité, il y a une adhésion, mais il faut bien essayer de faire comprendre que quand on taxe les riches, c'est vraiment les très très riches, sinon ça marchera pas, ça sera impopulaire. Et puis sur la taxation l'incitation à la transmission des entreprises, éventuellement des salariés, etc. Là, vous posez une question très intéressante qui dépasse un peu le cadre que je m'étais fixé de parler que d'impôts. Là, on n'est plus sur le choix des bénéficiaires, à qui on transmet, à qui on veut transmettre. Et donc là, évidemment, la taxation peut avoir un effet. Elle peut inciter à transmettre à telle ou telle personne, mais on rejoint un peu les questions sur la liberté de tester, sur le choix du bénéficiaire, et donc c'est pas qu'une question d'impôt. J'ai pas toutes les réponses à cette question-là, mais en tout cas, je veux dire que c'est un sujet plus large. Merci. Oui, je vais reprendre aussi quelques-unes des questions et rebondir sur la question de la progressivité que tu as posée, Boris. Il me semble que c'est à partir du moment où on voit dans la distribution donc, du patrimoine un moment où la courbe se quantifie et que l'on voit autant sur toute une partie de la distribution, on voit que le patrimoine augmente, plus on va haut dans la distribution du patrimoine, et puis d'un coup, la courbe se quantifie, c'est ce que montrent tous les graphiques de répartition du patrimoine, et l'endroit où souvent cette courbe se quantifie, c'est aux alentours des 1%, et je pense que c'est le bon niveau pour éventuellement imaginer un impôt, et c'est ce que l'un des schémas que vous proposez dans la note du CAE, qu'on a repris dans la note IGS, qui est de dire qu'on s'assure que la réforme que l'on propose n'affecte pas 99% de la population et ne touche que 1%. Et le fait de raisonner ainsi, et c'est vraiment le choix que l'on a fait après en avoir beaucoup longuement discuté avec Alexandre, c'est qu'en disant impôt sur les grandes successions, on place les gens dans l'imaginaire impôt sur la fortune, IGS, ISF, on est dans le même imaginaire. Et donc on est sorti un petit peu de la question uniquement héritage pour basculer sur la vraie question des inégalités. Et c'est là où peut-être on a un désaccord avec la proposition qui a été formulée par André Masson,
c'est vrai que la question inégalitaire est au cœur de notre réflexion, et il ne suffirait pas, de notre point de vue, que d'affecter, soit de faciliter les transmissions, soit d'inciter les individus à se tourner vers des produits d'épargne plus risqués ou avec plus à long terme. Parce que d'après nous, ce défi inégalitaire pose tout un tas de problèmes, notamment démocratiques. Donc là-dessus, il y a un véritable enjeu. Et deuxième point sur lequel je voudrais revenir, mais rapidement, c'est sur effectivement l'affectation. Nous, on a juste fait les maths. Voilà, on a fait les maths, on a dit il y aura une grande transmission, c'est 9 000 milliards. On part d'un principe en augmentant de 5 à 9, entre guillemets, le poids de la fiscalité dans le flux successoral, que ça permettrait d'avoir 400 milliards sur 15 ans. Ensuite, sur la manière de transmettre et le véhicule adéquat, tout est possible. Tout est possible. Si c'est un impôt pur et simple, alors en effet, c'est un impôt et il va se verser au budget de l'État. Et derrière, on le voit avec le projet de loi de finances, vous avez une partie 1 qui porte sur les recettes, vous avez une partie 2 qui porte sur les dépenses. Et c'est ensuite aux politiques de faire un peu le service après-vente et d'aller expliquer qu'avec les ressources supplémentaires en partie 1, on a pu financer telle autre chose en partie 2. Mais il y a plein d'autres dispositifs. Nous, avec Hémisphère Gauche, on avait écrit une note qui s'appelait « Le patrimoine républicain », dans laquelle on imaginait un schéma où chaque individu à 18 ans recevait 10 000, 20 000 ou 30 000 euros. Ça peut être aussi une piste d'affectation de ces sommes-là. On avait aussi travaillé sur une caisse d'amortissement de la dette écologique. Voilà un moyen d'affecter précisément sur un sujet qu'on sait très sentimental, l'héritage, une partie des sommes vers un but précis, et on pourrait imaginer que ça soit le remboursement de la dette écologique, parce qu'on n'hérite pas simplement du patrimoine de nos familles, mais on hérite collectivement aussi d'un certain nombre de points, d'éléments plutôt négatifs dans la dette écologique en l'espèce. Donc tout ça doit être ouvert et alimenter le débat, je pense, aujourd'hui et puis dans les prochains jours et semaines. Alors, par rapport à ce que vient de dire Théo sur ma proposition, là, il y a une carotte, mais il y a un bâton. Le bâton, c'est une surtaxe successorale sur les héritages. Elle peut être forte. Et là, elle est justifiée. Alors que pour justifier la vôtre, c'est plus compliqué. Donc, mais, je fais une surtaxe plus forte sur les héritages. Et on veut augmenter le taux de taxation des héritages. C'est ce que je fais. Mais je l'utilise comme... Ah bah bien sûr. Oui, mais bien sûr. Tu restes dans le schéma que je te décrivais où on continue d'augmenter les taux faciaux et puis on crée une nouvelle niche fiscale. Donc Attends, je supprime plus ou moins les autres niches fiscales, j'en ai plus qu'une. D'accord, mais j'espère qu'il y aura beaucoup d'argent dans cette niche fiscale à la fin. Mais de toute façon, c'est faux, mais c'est gagnant-gagnant. Où les gens ne prennent pas mes placements et ils sont plus durement taxés, ce que vous voulez. Mais on ne pourra pas me le reprocher, puisque moi j'ai dit, mais vous aviez qu'à prendre ces placements, alors que vous n'avez pas l'argument, moi j'en ai un. Ou autrement, ils vont se diriger vers ces placements, mais c'est ce qu'on veut. Moi, je veux pas des recettes successorales en plus, ça m'intéresse pas. Je veux que plusieurs milliers de milliards d'euros là aillent du côté de ces investissements d'avenir. Alors là, il faudra un deuxième bouquin pour expliquer comment ils sont canalisés dans les fonds d'avenir, comment ça marche, tout ça, etc. Bon, alors sur le reste, justement, sur la progressivité, voilà, quand même, on a ces taux de 5 à 45% en ligne directe. Écoutez, moi, j'ai montré ça à un physicien, Jean Oudouze, là, qu'un astéroïde qui porte son nom. Mais qu'est-ce que c'est? Avec des trucs, avec des 5 chiffres après la virgule pour les seuils. Non, au maximum 2. 30 et 60. 2 maximum. Mais il faut, alors là, s'il y a bien un truc qu'il faut arrêter, c'est ces 7 taux sous prétexte qu'on suit la distribution, avec des seuils dans tous les sens, qu'on ne revise pas par rapport à l'inflation, si bien comme ça, subrepticement, on augmente la pression fiscale sans le dire. Enfin, ça, c'est pas sérieux, quoi. Sur la dotation en capital, capital universel, bon, alors ça, elle en a parlé ce matin, Mélanie, citant François Huet. Ça remonte à Thomas Paine, qui a inventé le revenu universel, mais aussi le capital universel. Il y a des tas de propositions récentes faites par les Américains, les Anglais et Thomas Piketty. Bon, alors le problème des gens qui n'aiment pas ça, c'est fait pour l'émancipation individuelle. Chacun va pouvoir révéler ce qu'il est, son potentiel d'innovation, tout ça, etc. C'est génial, donc. D'un autre côté, on transforme tout le monde en gestionnaire de fortune.
Bon, ça, c'est pas génial. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour le reste de la protection sociale? Comment ça se met avec? On ne sait pas trop. N'oubliez pas que les droits de succession donc ont été utilisés justement pour une dotation de capital, puisque comme le dit Clément, c'est un impôt à part et donc on pourrait l'affecter. L'autre voie qu'on avait donnée, c'était le financement de la grande dépendance. Moi, je pense qu'on peut l'abandonner, ça, mais enfin, il y a des gens qui disent que ça devrait servir à la grande dépendance, puisque donc c'est la loterie, la grande dépendance. Vous avez un parent qui tombe en grande dépendance, et en plus, ça va coûter cher, vous allez toucher moins d'héritage. Donc, on mutualiserait comme ça. Bon, peu importe, ça, je ne sais pas ce que ça vaut. Et donc, on retombe autrement, oui, sur le problème que vous voyez. Alors, sur le pacte Dutreil, j'y connais rien, mais quand même, c'est les trucs de Durkheim ou des Saint-Simonien. On pourrait élargir, sous certaines conditions, le cercle des repreneurs, en particulier aux salariés, à d'autres. Ça pose le problème de qui décide. Ça ne pourra pas être l'association des travailleurs ou le groupement professionnel de Durkheim, donc il va falloir trouver autre chose. Mais c'était un peu un régime corporatiste, quoi. Mais corporatiste dans le bon sens du mot, pas dans l'autre d'avant. Et puis donc, à part ça, sur les très riches, donc on veut faire un truc très riche. Ouais, il faudrait pas les appeler droits de succession, quoi. L'impôt sur les grandes successions, mais oui, sur les grandes, oui, enfin, il faudrait trouver un truc où ça rappelle pas trop l'héritage. Et le problème qu'on a, c'est pas seulement pourquoi l'ISF est populaire et les droits de succession sont impopulaires, mais pourquoi des droits de succession sous la forme d'un ISF successoral. Comme dit Clément, il faut monter à des niveaux incroyables pour qu'on commence à voir peut-être 40 ou 50% qui sont pour. Donc l'aspect familial est hyper important. Merci beaucoup. Donc, très brièvement, il y avait alors, des questions très très brèves et Alexandre va intervenir, mais vraiment très bref parce qu'on est en train de dépasser le temps. Ouais, pardon. Non, j'ai juste une très bonne question, une petite question sur dans la note du CE, il y avait aussi une autre niche fiscale dont on n'a pas parlé, les démembrements de propriété. Savoir si, comme c'est les Français face à l'héritage, je sais pas si combien on l'a chiffre, etc. C'est plus classe moyenne pour le coup comme niche fiscale, donc j'avais pas insisté. L'immobilier, c'est pas les milliardaires, quoi. Les milliardaires, ils ont de l'immobilier, c'est sûr, mais c'est pas la plus grosse partie de leur patrimoine. C'est pour ça que j'ai pas insisté là-dessus. Oui, moi, une toute petite question sur le pacte Dutreil à nouveau. Vous avez rappelé le caractère inégalitaire et coûteux de cette dépense fiscale, pardon. Mais si j'ai bien compris, ça avait été mis en place au début des années 2000 sur une intuition plutôt de la droite pour protéger le tissu industriel français dans un moment où l'économie se mondialisait très rapidement. Éviter que les actifs partent au moment des successions. Donc ça, je comprends bien que c'est une intuition, mais j'ai aussi compris votre intervention tout à l'heure qu'on n'a pas non plus démontré de contrefactuel en montrant qu'en supprimant le pacte Dutreil, que le pacte Dutreil en fait n'aurait pas apporté cette protection-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut répondre aux supporters du pacte Dutreil au moment de proposer son plafonnement ou sa suppression? Il faut faire une expérimentation et une évaluation. Existe. Oui, merci beaucoup Florence. Non, peut-être juste 2 mots, et en effet après il faut qu'on s'achemine vers la suite de notre ordre du jour, mais juste pour partager deux éléments avec vous. D'abord, en effet, je crois que sur la question des transmissions d'entreprise, en fait, il manque une étude. Il y a une étude manquante dans tout ça. Est-ce qu'il est... parce qu'en fait, il y a 2 idées qui se confrontent et qui, pour moi, ne sont pas réconciliées. La première, c'est de considérer que la détention familiale des entreprises est une bonne chose pour l'économie, idée de base, et donc idée qui jette le manteau de Noé sur le fait qu'il y a des crashs industriels de très grande ampleur. Je prends souvent un exemple, non pas que j'ai quelque chose contre lui, mais de ce qui a pu se passer dans le groupe Lagardère, où en fait la transmission de l'outil de production conduit en fait à une perte de valeur, à une perte de richesse. Et donc, à quel moment il nous manque cette étude qui l'alternative à ça, c'est quoi? C'est en effet peut-être pas le système durkheimien, mais imaginez qu'à la succession, les entreprises à un moment échoient ou dans une période transitoire dans le cadre d'une banque publique qui ensuite remet dans l'économie sous forme d'appel d'offres à ceux qui peuvent racheter l'entreprise, qui ont fait leurs preuves et qui ont démontré qu'il y avait une capacité de gestion. C'est peut-être ça le chemin le plus finalement le plus efficace économiquement. D'autant que
André, vous montrez dans votre livre que des études démontrent que les entreprises héritées ont des taux de profit, des taux d'activité qui sont plus faibles, moins efficaces que les autres. Donc il y a quand même, voilà, je trouve que sur la question du Dutreil, il y a un petit bout du travail qui a été fait. Maintenant, on sait combien ça coûte. On sait un peu mieux combien ça coûte. En effet, c'est de l'ordre de 1 à 10 par rapport à ce qu'on nous disait. Donc c'était quand même difficile de se prononcer là-dessus. Maintenant qu'on sait combien ça coûte, il faut qu'on se demande si ça les vaut, en réalité. Si ça les vaut. Si c'est vraiment, ça vaut 5 milliards de protéger l'héritage familial des entreprises. Ou s'il vaut mieux qu'elles retournent par la cession, par divers moyens, dans le champ commun et dans la vie commune, et ça vaut aussi pour les questions foncières, etc. Et puis dernier mot juste en effet pour abonder dans ce que disait Théo, nous avec l'IGS, l'impôt sur les grandes successions, on a voulu en effet sortir du champ des droits de succession et retrouver l'imaginaire de l'ISF, avec quand même le débat qu'on a sur la fiscalité du patrimoine qui doit être mis en balance. Parce qu'en fait, et on revient à Bakounine et Marx ce matin, l'expropriation ou la transmission, est-ce que les gens préfèrent le Zuckman tous les ans ou l'IGS, je ne dis pas qu'elles peuvent être complémentaires, hein, ou l'IGS une fois dans la vie? Le Zuckman tous les ans, on nous dit attention les entrepreneurs qui créent des choses. Bon, lorsqu'on est dans le cadre des droits de succession, on parle en général de vieux monsieur qui ne sont pas en pleine dynamique entrepreneuriale. Sans faire offense à personne, à 80 ans, on n'est pas en pleine dynamique entrepreneuriale. Donc on lève aussi un certain nombre de choses qui sont posées et des questions qui sont opposées aux taxes sur le patrimoine plus classique. Donc voilà, il y a aussi à mon avis tout ce rééquilibrage qu'on peut être amené à faire. Voilà. Ouais, alors, juste sur le dernier point, André, tu parlais de donner un nouveau nom à cet impôt. Ça rejoint à ce que vous dites aussi. Moi, ça m'a fait écho. Dans l'entre-deux-guerres, on parlait des 200 familles. Alors, c'était un terme un peu... Mais à gauche, on l'utilisait beaucoup. C'est quelque chose qui a complètement disparu. Alors, peut-être un impôt sur les 2000 familles, je ne sais pas. On parlait des 1800 foyers dans la taxe Zuckman. C'est un peu ces mêmes personnes. Voilà, peut-être parler, qui est le terme de famille dedans, ce serait peut-être pas mal. Alors toi, t'aimes bien la famille, ça te plaira pas, mais... et du coup, et sur le Dutreil, peut-être que le plafonnement, justement, une mesure de plafonnement pourrait démontrer, en fait, l'utilité ou non. Donc, après, évidemment, la question du seuil, du plafonnement se posera, mais on peut imaginer que sur les très, très grosses entreprises, il ne se passera pas grand-chose. Moi, je cite souvent cet exemple. Les personnes sur Terre qui ont payé les plus gros droits de succession sont les héritiers de Samsung, il y a 5 ans, qui ont payé plusieurs dizaines de milliards d'euros, enfin, c'est en convertissant en euros, de droits de succession. Parce qu'en Corée, il y a un plafonnement de l'équivalent du pacte Dutreil. J'ai pas eu tellement l'impression que Samsung se soit effondré depuis. Voilà. Oui, donc par rapport à ce que disait Alexandre, là, ce qu'on veut, c'est la continuité des entreprises dans le giron français. Et effectivement, celles qui vont être exposées aux rachats étrangers autres seront les plus rentables. Donc il faut que d'une manière ou d'une autre, on puisse les garder et tout. Autrement, sur le fait, taxation annuelle de la fortune versus taxation des droits de succession, au sein des économistes qui, en fait, aiment ces deux impôts, ça signifie déjà les plus nombreux sont écartés. Il y a ceux qui ne veulent pas les droits de succession, il y a ceux qui aimeraient bien des droits de succession mais qui disent on n'y arrivera jamais parce que c'est trop difficile. Parmi ceux-là, vous avez quand même deux groupes. Ceux qui croient que les droits de succession, c'est le Deus ex machina qui va tout résoudre, et ceux qui disent, qui n'en attendent absolument pas moins merveille, qui veulent le garder, le rendre plus progressif, mais qui le placent en troisième position, derrière en second la taxation des revenus du capital, et en premier, l'impôt annuel sur la fortune, et qui veulent donc au niveau européen refaire l'Europe sur la liberté de circulation des capitaux. Je ne donne pas de nom, hein. Si je peux juste me permettre sur les appellations et sur les questions de nom, j'ai beaucoup aimé lors de mon séjour suisse tout récent l'appellation qui a été donnée à la proposition sur laquelle il va y avoir une votation citoyenne le 30 novembre d'un impôt d'avenir. Je pense qu'il y a peut-être là quelque chose et ça permet de faire la transition vers la suite. Oui, sur ces sujets, notre postulat était aussi de dire qu'un bon impôt pouvait être aussi un vieil impôt. Là, on a un impôt qui existe.
en l'espèce, donc les droits de mutation à titre gratuit, qui rapportent déjà 20 milliards d'euros par an. Et donc, il est robuste dans le temps, et on sait, on a cette expérience, on a cette visibilité, et en augmenter le rendement nous paraît accessible à court terme, parce qu'il y a aussi un enjeu de faisabilité technique à court terme. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire, allons bâtir des nouveaux impôts sur le patrimoine qui est le first best, comme on dit, l'optimum de premier rang en économie. On dit souvent ça. C'est en effet une fiscalité sur le patrimoine annuel, et c'est ce vers quoi on doit tendre. Mais en complément, voire en substitution, à défaut de pouvoir mettre cela en œuvre au niveau international, au niveau européen, il me paraît important d'avancer sur la question de la fiscalité des successions. Juste par rapport à ça, il y a une série de pays qui ont supprimé les droits de succession. Hein. Et donc on a un petit problème, et personne à peu près n'a rétabli les droits de succession. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions.